Il y a des dictateurs dont les noms s'inscrivent dans les livres d'histoire comme des échos qui s'estompent. Et puis, il y a ceux dont l'ombre persiste, longue, violente et inoubliable. Parmi eux, une figure se distingue non pas par sa stratégie ou son idéologie, mais par quelque chose de bien plus terrifiant, la facilité glaçante avec laquelle il a transformé une nation entière en cimetière. Voici le côté le plus sombre d'Idi Amin, un homme qui se levait avec le sourire, parlait avec charisme et régnait avec une cruauté inimaginable. Un homme qui promettait l'espoir et qui a semé l'horreur. Un homme dont le rire précédait souvent le dernier souffle d'autrui. Les débuts d'Idi Amin étaient bien loin de la légende monstrueuse qu'il est devenu par la suite. Né vers 1925 dans la ville reculée de Koboko, au nord-ouest de l'Ouganda, son enfance fut marquée par la pauvreté, le silence et le mystère. Même sa date de naissance exacte n'a jamais été consignée, comme si le destin lui-même avait laissé une page blanche, une page qu'il remplirait de sang. Il appartenait aux Kakwa, un petit groupe ethnique sans pouvoir politique, éclipsé par des communautés plus importantes et influentes comme les Baganda. Son père, un agriculteur nommé Amin Dada, et sa mère, Assa Haat, une femme sévère et profondément religieuse, l'élevèrent avec une discipline rigoureuse. Mais la discipline ne suffit pas à le maintenir à l'école. En 4e année, Amin abandonna ses études, incapable de lire et d'écrire aisément, une difficulté qui le poursuivit toute sa vie. Mais ce qui manquait à Amin en matière d'éducation, il le compensait par une présence physique impressionnante. Du haut de ses plus d'1,93 m, doté d'une force et d'une intrépidité extraordinaires, c'était le genre de jeune homme qui pouvait intimider une pièce rien qu'en y entrant. En 1946, cherchant à échapper à la pauvreté, il s'engage dans les King's African Rifles, l'armée coloniale britannique. Ce choix allait façonner l'homme qu'il deviendrait. Les premières années de service militaire d'Amin l'ont éloigné de l'Ouganda. Il a servi en Birmanie durant les derniers instants de la Seconde Guerre mondiale, puis en Somalie. Mais c'est au Kenya, lors de la rébellion Mau Mau, que le monde a découvert l'étendue des capacités d'Amin. Des récits ont commencé à circuler, des récits chuchotés par des témoins et répétés par des prisonniers terrifiés, faisant état d'exécutions perpétrées avec un enthousiasme inquiétant. Les rebelles étaient battus, abattus, parfois décapités, leur corps abandonnés sur place en guise d'avertissement. La brutalité était indéniable et pourtant, les Britanniques continuaient de le promouvoir. Pourquoi? Parce qu'Amin était efficace. Car la peur, pensait-il, pouvait maintenir l'ordre. Car personne n'avait imaginé ce qui se passerait lorsque cette peur se déchaînerait sur son propre peuple. En 1959, il avait atteint le grade de sergent, un rang exceptionnellement élevé pour un soldat africain dans les forces colossales coloniales. Sa loyauté, sa force et son efficacité implacable faisaient de lui un atout inestimable. Lorsque l'Ouganda a accédé à l'indépendance en 1962, la jeune nation avait besoin d'une force militaire pour stabiliser son système. Politique fragile, et Amin était parfaitement placé. Voici Milton Obote, le premier ministre de l'Ouganda. Il voyait en Amin une arme redoutable, loyal, fort et craint. Il le promut rapidement jusqu'à le nommer commandant de l'armée. Mais la confiance d'Obote allait devenir sa plus grande erreur. Au départ, Amin était l'homme de main du gouvernement. Lorsque l'opposition s'est levée, il l'a écrasée. Lorsque la tension montait, il la faisait taire. Mais à chaque acte de loyauté, Amin gagnait quelque chose de bien plus précieux qu'une faveur politique, la loyauté des soldats. En 1966, Obote était englué dans des scandales de corruption et terrifié à l'idée d'être renversé. Il s'appuyait fortement sur Amin, notamment lors de l'attaque du palais du Kabaka, du Buganda. Cet assaut, qui contraignit le roi à l'exil, choqua le pays, mais consolida le statut d'Amin comme homme fort de la nation. Ce jour-là, Amin a pris conscience de quelque chose d'important. Il n'était plus seulement un serviteur du pouvoir, il était un prétendant à ce pouvoir. Discrètement, il a commencé à construire son propre réseau au sein de l'armée,
recrutant des hommes de son propre groupe ethnique et des communautés du Nord qui se sentaient exclues sous le gouvernement d'Obote. Rapidement, Obote devint méfiant, mais les soupçons sont arrivés trop tard. Le 25 janvier 1971, alors qu'Obote assistait à une réunion du Commonwealth à Singapour, Amin passa à l'action. Des chars ont défilé dans Kampala. Les stations de radio se sont tues. Des barrages routiers apparurent, comme des griffes de métal agrippant la capitale. Le coup d'État fut si rapide que lorsqu'Obote apprit la nouvelle, sa présidence était déjà terminée. La foule a acclamé. Après des années de troubles politiques, de nombreux Ougandais étaient tout simplement soulagés de voir le changement. Amin a promis la paix, l'unité et la fin de la corruption. Mais sous ce sourire chaleureux et ces rires tonitruants se cachait une noirceur prête à éclater. En quelques semaines, c'est arrivé. Les premières cibles d'Amin étaient les personnes qu'il craignait le plus, celles qui étaient encore fidèles à Obote. Ils ont été arrachés à leur foyer, arrêtés sans explication et enfermés. Certains n'ont jamais été revus. D'autres furent exécutés publiquement pour faire passer un message. C'était un nouvel Ouganda et la loyauté serait imposée par la peur. Dès sa première année, on estime que 10 000 personnes ont été tuées. Des témoins ont déclaré par la suite qu'Amin assistait parfois lui-même au meurtre, souriant comme si les souffrances qui l'entouraient étaient un divertissement. À mesure que son pouvoir grandissait, son ego grandissait lui aussi. Il s'était octroyé des titres extravagants, dont celui de président à vie et l'étrange seigneur de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer. Pour les 700 citoyens ordinaires, ce n'étaient pas des bizarreries amusantes, c'étaient des signes avant-coureurs. L'Ouganda d'Amin devenait un pays où la survie dépendait du silence. Le début des années 1970 a marqué l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du pays. Entre 1972 et 1973, Amin a ordonné des massacres de masse des populations Acholi et Lango, des groupes ethniques qu'il considérait comme déloyaux. Des milliers de personnes ont été massacrées, des villages incendiés, des familles ont disparu. Le Nil devint un cimetière flottant, charriant les corps vers l'aval, où les pêcheurs capturaient parfois des restes humains dans leurs filets. Ce ne sont pas seulement les groupes ethniques qui ont souffert. La rage d'Amin n'a épargné personne. Des étudiants qui manifestaient ont été abattus. Les journalistes qui rapportèrent la vérité étaient battus à mort. Les médecins qui se plaignaient de l'effondrement des hôpitaux ont disparu. Même les juges, symboles de la justice, n'étaient pas en sécurité. En 1972, le pays fut bouleversé par l'enlèvement en plein jour du juge en chef Benedicto Kiwanuka, suivi de son assassinat. Son crime, oser remettre en question le régime. Une nouvelle ère de terreur avait commencé. Puis vint l'une des décisions les plus désastreuses d'Amin, l'expulsion de la communauté asiatique d'Ouganda. En août 1972, il annonça que près de 60 000 personnes d'origine indienne et pakistanaise avaient 90 jours pour quitter le pays. Ces familles constituaient depuis des générations le pilier de l'économie ougandaise. Elles tenaient des commerces, exploitaient des fermes, géraient des banques et faisaient tourner des secteurs industriels entiers. Amin affirmait qu'il sabotait l'Ouganda et exploitait les Africains. Ces accusations ont ravivé de vieux ressentiments et certains Ougandais ont d'abord accueilli favorablement cette décision. Mais en quelques semaines, la vérité est devenue impossible à cacher. Les magasins étaient vides, les usines se sont effondrées, les exploitations agricoles ont cessé de produire de la nourriture, les hôpitaux ont manqué de médicaments, l'inflation a explosé. L'Ouganda, autrefois surnommé la perle de l'Afrique, a sombré dans la ruine économique. Et Amin s'en fichait. Il confia les entreprises abandonnées à ses fidèles, dont la plupart n'avaient aucune idée de comment les gérer. Ce qui, pour certains, semblait être une forme de justice, se transforma rapidement en chaos et en famine. Pendant ce temps, les familles expulsées ont fui avec, pour seul bagage, une valise, abandonnant derrière elles des maisons, des rêves et des vies construites sur des générations. À l'intérieur des palais d'Amen, cependant, la vie était bien différente.
Pendant que les citoyens cherchaient de quoi se nourrir, Amin menait grand train. Voitures importées, meubles somptueux, festins interminables et fêtes rythmaient et nuits. Les invités étrangers étaient comblés de cadeaux, tandis que les hôpitaux manquaient de pansements. Amin a épousé au moins 5 femmes et a eu plus de 40 enfants. Aux yeux des autres, il se présentait comme un père de famille comblé. Mais derrière les portes closes, ses foyers étaient régnés par la violence et la terreur. L'une des histoires les plus sombres concerne sa 3e épouse, Kay. Officiellement, le gouvernement a affirmé qu'elle était décédée accidentellement. Mais des rumeurs ont révélé une vérité bien plus horrible. Son corps a été retrouvé mutilé à la morgue d'un hôpital, et beaucoup pensaient qu'Amin avait ordonné son meurtre. Ceux qui ont tenté d'enquêter par la suite ont disparu. Le besoin de contrôle d'Amin a contaminé tous les aspects de sa vie. Au fil des années, quelque chose d'encore plus inquiétant est apparu. L'obsession d'Amin pour la magie et le surnaturel. Il confiait à ses proches qu'il possédait des pouvoirs spéciaux qui le rendaient invincible. Certaines nuits, il accomplissait des rituels impliquant les corps des victimes. Des sources du renseignement murmuraient qu'il pensait que consommer la chair de ses ennemis lui donnerait de la force. Peu importait que chaque rumeur soit vraie ou non, la peur faisait le travail pour lui. Dans le cercle d'Amin, personne ne se sentait en sécurité. Les ministres vivaient au bord de l'exécution. Les soldats obéissaient par terreur, non par loyauté. Même ses propres enfants ont grandi dans un climat de suspicion. Les écoles, les universités et les églises ougandaises subirent de bientôt le poids de la répression. Des enseignants disparurent. Des étudiants furent battus ou emprisonnés. Les prêtres furent réduits au silence. La vie intellectuelle s'effondra. Puis survint la mort qui choqua le monde, celle de l'archevêque Janani Luwum. Il avait osé dénoncer les meurtres d'Amin. Pour cela, il fut arrêté, torturé et exécuté, son meurtre maquillé en accident de voiture. Mais la vérité a fini par éclater, provoquant l'indignation internationale. À ce moment-là, le nombre estimé de morts avait déjà dépassé les 200 000. L'Ouganda saignait, mais Amin restait convaincu qu'il était intouchable. En 1978, cependant, les fissures étaient trop importantes pour être ignorées. L'économie était en chute libre. L'armée, qui fut jadis le pilier le plus puissant d'Amin, était démoralisée et corrompue. Cherchant désespérément à détourner l'attention, Amin commit une erreur catastrophique. Il envahit la Tanzanie. Mais la Tanzanie riposta avec une force à laquelle Amin n'était pas préparé. Rejointe par des milliers d'exilés ougandais avides de justice, l'armée tanzanienne perça les lignes de défense d'Amin. En avril 1979, ils arrivèrent à Kampala. Les soldats d'Amin ont fui. Des charniers ont été mis au jour. Des chambres de torture ont été découvertes. Les familles ont finalement appris le sort de leurs proches. Mais une personne manquait à l'appel, Idi Amin. Il s'était échappé, d'abord en Libye, puis en Arabie Saoudite, où il vécut en exil paisible, confortablement installé, protégé et loin des souffrances de qui l'avait causé. Il n'a jamais été jugé, jamais de réponse pour les 300 000 vies perdues. Il ne s'est jamais excusé. Idi Amin est mort en 2003 dans un hôpital saoudien, laissant derrière lui un héritage d'horreur que des générations d'Ougandais portent encore. Son histoire nous rappelle que les dictateurs les plus dangereux ne sont pas toujours les plus intelligents, ni les plus stratégiques. Parfois, ils sont tout simplement les plus impitoyables. Et parfois, les plus grandes tragédies naissent du silence de ceux qui pensaient pouvoir contrôler le monstre qu'ils avaient contribué à créer.